Good Morning Business, l'interview. Il est 8h15 et l'invité, c'est Nicolas Hieronymus, le directeur général du groupe L'Oréal. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de cette première intervention comme patron au bout d'un an et avec les premiers résultats annuels que vous avez dévoilés donc, hier. Bon, résultat record, ok. 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un bénéfice net de 4,6 milliards. Plus 8% par rapport à 2019, l'année d'avant-crise, donc tout va bien. Mais il y a quelque chose d'intéressant qu'ont relevé tous les commentateurs depuis hier, c'est le fait que votre branche luxe passe devant votre branche mass market, votre produit grand public. Ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est significatif et ça veut dire quoi pour l'avenir ? Écoutez, d'abord, je vous remercie de me recevoir et je voudrais juste effectivement revenir rapidement sur ces résultats. C'est vrai que cette année 2021 est une année exceptionnelle pour L'Oréal, une année historique, on l'a qualifiée comme ça, avec une croissance de 16%. C'est notre meilleure croissance depuis 33 ans. 16% par rapport à 2020 qui était un peu dégradé. Tout à fait, et donc c'est pour ça que c'est une année de rebond. Mais ce qu'on regarde, nous, c'est la croissance par rapport à 2019, qui fait plus 11%. Donc je crois qu'on peut dire qu'on a effacé l'impact économique de la crise. Et on a d'ailleurs, par rapport à un marché qui, lui, est toujours à -1. Donc il y a une vraie surperformance par rapport au marché. C'est une performance dont on est tous fiers au niveau des collaborateurs de L'Oréal, parce que c'est une performance économique, donc business. C'est une performance qui est partagée avec nos collaborateurs. Je pense qu'on en reparlera. Et puis c'est une performance aussi, c'était un des sujets de ces derniers jours, un peu pour la France, puisque notre contribution à la balance du commerce extérieur, je crois que vous en parliez dans un des débats précédents, est aussi extrêmement positif. Pour revenir à la question que vous m'avez posée sur le luxe, c'est vrai que la division luxe de L'Oréal est devenue de peu, mais la première division du groupe L'Oréal. C'est la première dans l'histoire. Ah, c'est la première dans l'histoire, mais ça traduit, je dirais, l'équilibre du groupe. Parce qu'en fait, quand vous regardez L'Oréal, qui fait à peu près, donc vous l'avez dit, 32 milliards de chiffre d'affaires, vous avez cette division luxe, qui fait un peu plus de 12 milliards, qui est en très forte croissance et qui bénéficie de l'aspiration des consommateurs du monde entier et des Chinois en particulier pour la qualité française et pour les produits de luxe. Mais vous avez aussi cette division du mass market qui, elle, de très loin, la première en volume. Ça veut dire que le nombre de produits qu'elle vend, donc le nombre de consommateurs qu'elle touche, est également le plus important. Et cette division, elle a pour vocation de recruter des consommateurs au Mexique, au Brésil, un peu partout. Et donc tout ça, c'est très équilibré. Mais est-ce que vous croyez que cette tendance va se poursuivre et s'amplifier ? Parce qu'on voit bien le marché du luxe, c'est un marché extrêmement porteur. Il y a vos concurrents, LVMH, Hermès, etc., qui ne sont pas forcément dans les cosmétiques. Autant que vous êtes le premier groupe mondial des cosmétiques. Mais quand même, est-ce que vous n'avez pas peur de la pression des actionnaires, des investisseurs, pour que vous alliez encore plus dans le luxe et la premiumisation de vos produits? On voit les difficultés de groupes comme Unilever dans le mass market. Est-ce que l'avenir n'est pas dans le luxe ? Le luxe, c'est un formidable aspirateur de croissance et c'est vrai qu'il y a une envie des consommateurs du monde entier d'un surcroît de qualité, il y a un développement des classes moyennes supérieures, donc le luxe va se développer. Mais véritablement, chez L'Oréal, on croit dans la force de l'équilibre du modèle. Vous voyez qu'on est dans un monde très instable, ça peut basculer d'un côté de l'autre. Et nous, l'équilibre pour nous est important géographiquement, entre les grandes plaques, la Chine, les États-Unis et l'Europe, mais aussi en termes d'activité. Donc pour nous, c'est très important d'avoir un business mass market, parce qu'on peut vendre des produits, on vend un shampoing à 2,40 € sur Dove, et ça permet de satisfaire les aspirations de beauté de tous. Et on a deux autres divisions, je voudrais juste rajouter un petit mot là-dessus. La division cosmétique active qui fait des produits dermatologiques, qui est celle qui a la plus forte croissance, plus 32%, plus 50% en 2 ans, et qui répond aux attentes des consommateurs pour des produits qui véritablement prennent soin de leur peau, et il y a beaucoup de problèmes de peau en ce moment. Et puis cette division professionnelle, qui sont les produits pour les coiffeurs, par laquelle L'Oréal est né, et qui fait aussi une année à plus 25. Donc nous, on croit beaucoup dans l'équilibre. C'est ça qui nous rend future-proof, c'est que on est tout terrain parce qu'on est très équilibré. Parfois, les investisseurs, les actionnaires poussent au crime. Ils veulent que vous ayez dans les segments qui progressent le plus. Bref, vous leur avez répondu. Ils sont exigeants et ils ont le droit d'être avec L'Oréal. Vous parliez de nouveaux équilibres géographiques. La Chine, on vient de faire un sujet dans le journal, mais la Chine, c'est intéressant parce que c'est bientôt votre premier marché. J'ai vu que pour le Q4, c'était votre premier marché, enfin l'Asie du Nord en tout cas. Est-ce que sa vocation à s'accentuer? Est-ce que en 2022, le premier marché, ça sera la Chine? Alors je ne pense pas que la Chine sera le premier marché en 2022, mais si on se projette sur à moyen terme, il est probable que la Chine devienne le premier marché, tout simplement par un effet démographique. Entre maintenant et 2030, on prévoit qu'il y aura 370 millions de personnes de plus dans les classes moyennes chinoises. Et donc ces gens, ils ont envie de produits de beauté. Donc aujourd'hui, la Chine, c'est le deuxième marché, derrière les États-Unis, mais il est probable que dans un futur
que je ne sais pas quantifier exactement, la Chine deviendra le premier marché de la beauté et donc le premier marché de L'Oréal, puisque nous sommes numéro 1 en Chine et de loin. Même sur les parfums, on voit que les Chinois commencent à s'intéresser aux parfums. Pendant longtemps, c'était compliqué. Vous avez fait des performances incroyables sur les parfums en Chine. Ah oui, alors ça, c'est effectivement une des bonnes nouvelles pour nous, c'est qu'effectivement, l'Asie n'était globalement pas une terre de parfums. Les Chinois achetaient quelques parfums à des fonctions décoratives. Et là, effectivement, les Chinois ont découvert le parfum. Je crois que c'est aussi, au-delà de l'aspect séduction du parfum, il y a un côté prendre soin de soi, se sentir bien. Et je pense que la Covid a joué un rôle là-dedans. Et c'est vrai que le marché du parfum chinois est à quasiment plus 80% et très porteur parce que c'est encore tout petit. Et donc, on a quelques années de croissance puisqu'on est numéro 1 mondial des parfums. Donc, on va essayer d'en bénéficier. Alors, il y a un chiffre qui est étonnant dans ce que vous avez donné hier. C'est le 73% d'investissement digital sur votre enveloppe publicitaire. 73% dans les médias numériques, c'est énorme. Est-ce que c'est pas trop ? Non, je pense que c'est bien parce qu'en fait, d'abord, il y a toujours des nouveaux canaux qui se développent. On a vu l'explosion de TikTok et c'est une formidable façon d'aller à la rencontre des jeunes consommateurs. En fait, ce qu'on voit, l'intérêt du digital, c'est que globalement, on peut beaucoup plus cibler nos publicités en fonction des types de produits et des types de consommateurs par rapport à des grands médias qui ratissent très large. Et vous l'avez fait parce qu'il y avait le confinement et qu'il fallait aller chercher les gens chez eux, sur leur smartphone ou est-ce que c'est une tendance lourde ? Non, c'est une tendance lourde. C'est quelque chose qu'on avait commencé bien avant. On a décidé de partir. On avait décrété, mon prédécesseur, Jean-Paul Agon, avait décrété que 2010 était l'année du digital. À l'époque, on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire, mais on s'y est mis. Et c'est vraiment un moyen d'interagir de façon très, très précise et très qualitative avec les consommateurs. Et pour revenir sur un point que vous avez mentionné, pendant la crise de la Covid et pendant les confinements, les consommateurs ont pu essayer nos produits depuis chez eux. Ça, c'est pas de la publicité digitale, mais ce sont des apps qui permettent d'essayer un produit de maquillage, un produit de coloration. Procéder à une acquisition pour pouvoir... Modify, c'est une société canadienne. Et donc là, c'était formidable parce que quand on ne peut pas aller dans un magasin pour essayer son rouge à lèvres et voir si la nuance vous va, on le fait sur son téléphone et on peut le commander. C'est quoi l'avenir, ce qu'on appelle le brick and mortar, les magasins en dur? Parce que là, effectivement, beaucoup de gens ont découvert le e-commerce. C'est incroyable. Chez vous, c'est presque 30% du business. Est-ce que vous avez commencé à fermer des magasins? Est-ce que vous allez continuer? Alors, la plupart des magasins que nous avons fermés sont en réalité des magasins qui ont été fermés par des distributeurs qui eux-mêmes, des grands magasins américains. Il y avait beaucoup de grands magasins aux États-Unis ou en Angleterre qui ont été fermés par les distributeurs. Nous avons fermé quelques magasins en propre. Mais au total, moi, je crois vraiment à un business équilibré entre les points de vente en dur. Parce qu'on a quand même des produits qu'il faut sentir, qu'il faut toucher. On n'a pas encore réussi à sentir un parfum à travers un téléphone. Ça va bientôt venir, à travers les smartphones, on pourra sans doute sentir. Peut-être, mais il y a un côté expérience de marque. On a ouvert une boutique pour la marque Lancôme sur les Champs-Élysées, qui est une boutique sublime. Et les gens qui rentrent dans cette boutique découvrent la marque Lancôme comme ils ne l'avaient jamais vue auparavant. Et donc ça, c'est très très important. Donc moi, je pense que, et c'est un peu le cas en Chine aujourd'hui, qu'on devrait un jour être dans un équilibre 50-50 entre le business brick and mortar et le business online, sachant que les consommateurs passent en permanence de l'un à l'autre. Je suis sûr que vous avez vu des gens avec un téléphone dans une boutique parce qu'ils sont en train de vérifier quelque chose. Et donc c'est ça le futur. Vous avez beaucoup investi en publicité l'an dernier, je crois que 32-33% du chiffre d'affaires. J'ai vu qu'un analyste qui vous demandait si c'était pas trop, si vous n'aviez pas sacrifié vos marges pour acheter des parts de marché. Écoutez, notre modèle, c'est un modèle de croissance. On est une entreprise avec une marge brute assez élevée, près de 74%. Et ce qui crée de la valeur, c'est la croissance. Donc nous avons investi derrière nos marques, à la fois pour le court terme, pour gagner des parts de marché, mais aussi pour construire la désirabilité de nos marques dans le long terme. Et cet investissement, il se traduit dans les résultats, puisque quand on fait 2 fois la croissance du marché de la beauté, donc 2 fois la moyenne de tous les concurrents, y compris nous, ça prouve que quand même ce système marche. Alors, est-ce que demain, on pourra affiner encore ces dépenses? Probablement. Mais on est dans un modèle de croissance et qui est un modèle gagnant. Vous avez racheté une partie des parts de décès dans L'Oréal en fin d'année dernière. On est à peu près un peu plus de 30% pour la famille Bettencourt, 20% pour Nestlé aujourd'hui. Est-ce que ça a vocation à être très stable sur le long terme, cette singularité de L'Oréal qui a plus de 50% d'actionnaires de contrôle? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que ça permet cette structure d'actionnariat qui s'est effectivement clarifiée et consolidée à l'occasion de cette opération, puisqu'on a la famille fondatrice qui a plus de 33% du capital, et Nestlé qui aurait pu choisir de réduire plus sa participation, qui a souhaité rester à 20%.
ça donne une structure d'actionnariat qui est extrêmement stable, avec une vision long terme et qui permet à une entreprise comme L'Oréal et à son CEO et ses équipes de travailler avec véritablement une vision long terme et dans cette perspective de stabilité. Donc c'est quelque chose qui est très bien pour L'Oréal, très bien pour ses actionnaires qui ont été relués à l'occasion de cette opération. Et je pense, et j'espère d'ailleurs, que ça a vocation à rester comme ça. Alors, autre particularité, vous avez un gros investissement dans Sanofi, 10 milliards d'euros. Ça vous rapporte pas mal d'ailleurs, 400 millions d'euros de dividendes. C'est un bon placement. Enfin, c'est une cagnotte. Ça n'a pas vocation à rester à vitam aeternam dans votre portefeuille. Qu'est-ce que vous allez faire de cette cagnotte? Est-ce qu'il y a des acquisitions en vue? Écoutez, Sanofi, d'abord, c'est une très belle entreprise française et je suis assez patriote et dans laquelle nous investissons et nous sommes partenaires depuis très longtemps. Votre vocation, c'est pas d'acheter des actions d'entreprise? Non, pas tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes contents de la performance de Sanofi, de son dividende et effectivement, ce cash qui est potentiellement disponible peut être utilisé si une acquisition d'importance se présentait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et on est donc aux côtés de Sanofi dans leur aventure. Vous évoquiez au début de cette interview le partage de la valeur, la participation des salariés. Vos actionnaires aussi sont très contents, je crois, cette année. Mais vos salariés, comment vous faites pour, dans ce débat qui monte sur le partage de la valeur ajoutée, un débat mondial, hein, oui, bien sûr. C'est quoi la position de la direction de L'Oréal? Écoutez, L'Oréal, depuis toujours, a été une entreprise qui a souhaité travailler sur à la fois un modèle de performance économique et de performance extra-économique et en particulier sociale. Donc on partage la valeur et on partage la croissance avec nos salariés. Évidemment, par les salaires, un ouvrier L'Oréal en France gagne à peu près 1,5 fois le salaire avec une fois intéressement participation ajouté. On parle de 45 000 euros le salaire d'un ouvrier moyen français. On a effectivement un intéressement et participation très intéressant au niveau mondial, très important en France. On devrait l'intéressement participation qui a été distribué l'année dernière, alors que les chiffres étaient en baisse, était en hausse. Et cette année, on devrait distribuer à peu près 260 millions d'euros en France. Donc c'est 16 000 euros par employé, 3 à 4 mois de salaire. Donc il y a un vrai accompagnement des salariés. Et on a en plus des plans d'actionnariat salarié. Et sur les 85 000 employés de L'Oréal, il y en a à peu près 30 000 qui sont actionnaires de L'Oréal, donc qui, en plus de leur intéressement participation, vont toucher des dividendes à l'occasion de cette belle année. Donc il y a vraiment un modèle de croissance partagée. Dernière question, on est en pleine négociation avec la grande distribution en France sur les prix. Est-ce que les prix de L'Oréal Mass Market vont augmenter? Alors comme tout le monde, on fait face à l'inflation des matières premières, des prix du plastique, des prix des actifs que l'on met dans nos produits. Donc il y a une partie qu'on absorbe nous-mêmes. Il y a une partie qu'on compense en jouant sur nos mix de promotion, de format, et il y a une partie modérée qui sera passée aux consommateurs à travers doses de tarifs. C'est assez modéré, assez raisonnable, et surtout en France où les négociations avec les distributeurs sont toujours très intenses. Donc on essaie de faire en sorte de garder la dynamique de croissance et de ne pas pénaliser nos consommateurs. Et à nouveau, on voit là l'importance de notre division des produits grand public parce qu'on a des produits très accessibles chez L'Oréal. Merci beaucoup Nicolas Hieronymus, directeur général du groupe L'Oréal, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.